22 juin 1944. On imagine souvent les armes secrètes du Reich dans des laboratoires stériles. On voit des ingénieurs en blouse blanche dessiner des moteurs à réaction ou des missiles balistiques. Les Tigres, les V2, les Messerschmitt, tout semble sortir d'une machine d'État immense et parfaitement huilée. Pourquoi cette vision est-elle fausse? La réalité est plus brute. La réponse se trouve dans la boue et l'acier. L'une des machines les plus terrifiantes de la Wehrmacht n'est pas née dans un bureau d'études. Elle a été assemblée dans un hangar de campagne, au milieu de la graisse et du métal de récupération. Une simple compagnie de réparation a récupéré des châssis de chars endommagés. Ils ont pris ceux qui ne pouvaient plus combattre, ont trouvé des canons anti-aériens et ont utilisé des postes à souder là où les usines avaient échoué. À l'image, des ouvriers militaires découpent des plaques d'acier sous la pluie. Cette machine n'avait ni optique complexe ni hydraulique de pointe. Officiellement, son rôle était simple: protéger les divisions blindées contre les attaques aériennes. Mais elle n'est pas entrée dans l'histoire pour avoir nettoyé le ciel. Elle est devenue un cauchemar terrestre. Quand ces 4 canons de 20 mm s'abaissaient à hauteur d'homme, le concept d'abri disparaissait instantanément. Le béton éclatait. Le bois se transformait en sciure. La chair ne résistait pas. Mais ce n'était que le début. Voici l'histoire du Wirbelwind, le vent tourbillonnant. C'est la preuve qu'une invention née du désespoir peut être plus effrayante que toute la puissance industrielle de l'Allemagne. Ce monstre de métal n'aurait jamais dû exister sur les plans officiels. L'erreur était interdite pour les ingénieurs de fortune. Pour comprendre comment cet engin artisanal est devenu une légende de mort, il faut regarder son créateur, un homme de l'ombre. Celui qui s'est tenu exactement derrière Hitler pendant les 5 années précédant la guerre. Sur la photo d'archive, on distingue sa silhouette juste après le chancelier. Personne ne l'avait remarqué, jusqu'à maintenant. L'été 1944. Le ciel d'Europe de l'Ouest change de maître. La suprématie aérienne passe définitivement aux mains des Alliés. Ce qui semblait impensable 2 ans plus tôt devient la réalité quotidienne de chaque soldat allemand sur le front ouest. Pourquoi les colonnes de la Wehrmacht ne bougeaient-elles plus? Elles avaient dominé l'Europe. Mais la peur du ciel a tout changé. Les colonnes de chars, autrefois symboles du Blitzkrieg, se transforment en proie. Les chasseurs bombardiers américains, P-47, Thunderbolt et les Typhoon britanniques patrouillent sans relâche. Ils chassent le matériel allemand comme des faucons traquent des souris. Sur les images d'archives, on voit des avions voler au ras du sol. Ils suivent les routes, ils traquent le moindre mouvement de poussière. Les tirs de mitrailleuses de gros calibre déchirent les bâches des camions. Les balles trouvent les failles dans le blindage. Chaque marche de jour devient une loterie sanglante. Sous les ailes, les roquettes sont prêtes. Un seul impact direct peut pulvériser un char lourd. Les soldats allemands ont un nom pour ces avions, les Jabos. C'est l'abréviation de Jagdbomber. Ils prononcent ce mot avec une peur évidente. À l'image, un ciel vide de toute croix noire. La Luftwaffe est saignée à blanc. Elle ne peut plus couvrir les itinéraires prioritaires. Les Messerschmitt et les Focke-Wulf sont cloués au-dessus du Reich. Ils doivent protéger les villes allemandes contre les armadas de bombardiers lourds. Au front, les tankistes sont seuls. Leurs machines sont puissantes au sol, mais impuissantes face au ciel. Une règle simple s'impose alors à tous. Se déplacer de jour signifie mourir. Les convois attendent le crépuscule pour démarrer les moteurs. Ils s'arrêtent avant l'aube. On voit les hommes s'activer. Les véhicules sont poussés sous les arbres. Ils recouvrent les blindés de filets de camouflage. Ils cachent les chars dans des granges ou sous des ponts en pierre. Mais cela ne suffit pas. La surveillance est totale. Les avions de reconnaissance alliés enregistrent chaque concentration de matériel. Ils prennent des photos, notent les secteurs. Quelques heures plus tard, les bombes tombent avec précision sur les coordonnées. Il n'y avait plus aucun refuge. L'armée la plus mécanisée du monde était devenue paralysée par le soleil. Juin 1944. La 12e division Panzer SS Hitlerjugend attend l'invasion alliée. C'est une unité d'élite. Ses rangs sont remplis de volontaires issus des jeunesses hitlériennes. L'âge moyen des soldats est de 18 ans et demi. Pourquoi ces adolescents étaient-ils en première ligne? Ils n'avaient pas encore appris à vivre. Mais ils étaient déjà prêts à mourir pour le Reich. Leur fanatisme était total. Pourtant, face aux chasseurs bombardiers alliés, cette rage ne servait à rien. La division avait un besoin vital de protection aérienne. Les solutions classiques ne fonctionnaient plus. Les Allemands ont alors cherché une réponse technique immédiate. La première tentative a donné naissance au Mobilwagen.
Les soldats l'ont surnommé le camion de meubles à cause de sa silhouette massive et carrée. Le concept était simple. On installait un canon anti-aérien de 37 mm sur le châssis d'un char Panzer IV. Le tout était entouré de plaques de blindage rabattables. Sur le papier, le projet semblait solide. À l'image, un véhicule lourd qui tente de suivre le rythme des blindés. Mais en réalité, un piège mortel pour son propre équipage. Le problème majeur était le temps. Le temps manquait toujours. Pour ouvrir le feu, l'équipage du Mobile Wagon devait d'abord stopper net. Ensuite, les hommes devaient rabattre manuellement les boucliers d'acier. Enfin, il fallait pointer le canon vers l'objectif. Ces étapes prenaient des secondes cruciales. Un avion d'attaque approchait à 500 km/h. Il ne laissait aucun répit. Le calcul était simple et brutal. Au moment où les artilleurs étaient prêts à tirer, le pilote avait déjà lâché ses bombes. L'avion reprenait déjà de l'altitude. Parfois, le scénario était pire. Le pilote repérait le mouvement des plaques de blindage. Il ouvrait le feu le premier. Les balles et les obus fauchèrent l'équipage avant même le premier tir de riposte. Il y avait un autre défaut critique. Une fois les plaques abaissées, les soldats étaient totalement exposés. Les éclats d'obus et les balles perdues transformaient le pont du char en abattoir. Les explosions à proximité ne laissaient aucune chance. Le Mobile Wagon pouvait protéger un convoi, mais il était incapable de se protéger lui-même. On entend le sifflement d'une bombe qui chute, une explosion sourde déchire le silence. Il fallait une solution radicale. Les ingénieurs cherchèrent une machine capable de tirer instantanément, pas de préparation, pas de bouclier à abaisser, pas de délai qui coûte des vies. La priorité était la densité du feu. Le rideau d'acier devait être si épais qu'aucun avion rapide ne pourrait passer au travers. Parmi ceux qui cherchaient la réponse se trouvait un homme au parcours singulier. Sa biographie allait changer la donne technologique. Le tournant était proche. 1800 jours passés dans l'ombre du dictateur. Karl Wilhelm Krauss n'était pas un général. C'était un ancien menuisier devenu l'aide de camp et le garde du corps personnel de Hitler. À la chancellerie du Reich, son surnom était le Shadow. Sur chaque photo officielle, il se tient exactement un pas derrière le Führer. Pourquoi cet homme de confiance s'est-il retrouvé sur le front? La réponse est simple. En l'an 1944, la faveur du chef ne suffisait plus. Krauss commande désormais une unité de défense anti-aérienne dans la division Hitlerjugend. On est loin des parquets cirés de Berlin. Ici, l'air sent le gasoil brûlé et la poudre. À l'image, une carcasse de char Panzer IV. La tourelle est pulvérisée, le métal est noirci par les flammes. Pour n'importe quel officier, c'est une épave. Pour Krauss, c'est une opportunité. Il examine le châssis, le moteur tourne encore, les chenilles sont intactes. Il lui faut une solution immédiate contre l'aviation alliée qui domine le ciel de France. L'idée de Krauss est brutale. Il ordonne de découper les restes de la tourelle détruite. À la place, il fait installer un canon anti-aérien, Flak 38 à 4 tubes. 4 canons de 20 mm qui servaient autrefois à protéger des aérodromes fixes. Désormais, cette puissance de feu possède des chenilles et un blindage. Krauss n'envoie pas de télégramme à Berlin. Il n'attend aucune autorisation administrative. Ces hommes récupèrent 3 chars endommagés dans les dépôts de l'arrière. Ils soudent, assemblent et bricolent directement sur le terrain. À l'image, on voit le résultat. Une machine rudimentaire. Il n'y a pas de tourelle fermée, seulement de simples boucliers d'acier pour protéger les servants. C'est de l'artisanat de guerre, mais ces prototypes de fortune fonctionnent. Pendant l'été 1944, le résultat tombe. 27 avions alliés sont abattus. 27 victoires confirmées par des engins construits dans un atelier de campagne. Le succès est tel que la rumeur remonte jusqu'à l'état-major en Allemagne. À première vue, un bricolage de soldats désespérés, mais en réalité, une arme redoutable. Le 27 avril 1944, le lieutenant Hans Christoph arrive en France. Il est envoyé par Berlin pour une inspection technique. Son rapport est sans appel. Il est enthousiaste. Il note la mobilité et la cadence de tir dévastatrice de l'engin. L'officier recommande immédiatement de transformer ce bricolage en véhicule de série. Le dossier atterrit sur le bureau du colonel général Heinz Guderian. L'inspecteur général des forces blindées valide le concept. Hitler donne son accord final. En mai 1944, le premier prototype industriel sort d'usine. L'invention d'un garde du corps venait de changer la production de guerre allemande. Les événements se sont alors accélérés. L'usine Osbauwerk de Sagan, en Silésie, tourne à plein régime. C'est ici que le nouveau véhicule sort des chaînes de montage. Le design ne trompe personne.
Sa tourelle à 9 faces, composée de plaques de blindage inclinées, ressemble à une boîte de conserve géante. Les soldats allemands lui donnent immédiatement un surnom, la boîte à biscuits. Mais sous cet aspect rudimentaire se cache une puissance de feu monstrueuse. Comment cette machine a-t-elle pu changer la donne sur le terrain? La réponse tient en un chiffre, 800. C'est le nombre d'obus que les 4 canons peuvent cracher en une seule minute. À l'image, on voit un déluge de métal. Plus de 13 obus de 20 mm volent vers la cible en une seconde. À titre de comparaison, la mitrailleuse MG-42, surnommée la scie d'Hitler par les Alliés, tire environ 20 balles par seconde. Le Wirbelwind maintient une cadence presque identique, mais chaque projectile pèse 10 fois plus lourd et contient une charge explosive. À première vue, un simple blindé de défense, mais en réalité, une plateforme de destruction totale. La tourelle pivote sur 360 degrés. Les tubes s'élèvent presque à la verticale. En quelques secondes, l'équipage engage n'importe quelle cible sans quitter l'abri du blindage. C'était le point faible du Möbelwagen. C'est ce qui rend ce nouveau véhicule mortel. Mais ce n'était que le début des compromis. Un détail frappe immédiatement. La tourelle reste ouverte sur le dessus. Ce n'est pas une erreur de conception. C'est une décision consciente dictée par la réalité du combat. Les 4 canons automatiques de 20 mm produisent une quantité massive de gaz de combustion. Dans un espace clos, l'équipage suffoquerait après seulement 1 minute de tir continu. De plus, l'ouverture offre aux tireurs et aux chargeurs une vue circulaire sur le ciel. Chaque seconde compte lors d'une attaque aérienne. Les systèmes de ventilation de l'époque sont incapables de gérer ces 2 problèmes simultanément. Les événements se sont accélérés et un autre obstacle est apparu. Au début de la guerre, le calibre 20 mm était efficace. En l'an 1944, la situation change. Les avions d'attaque alliés reçoivent des plaques de blindage renforcées. Un obus de 20 mm peut encore endommager un moteur ou tuer un pilote par chance, mais il ne garantit plus la destruction de l'appareil. Le commandement allemand comprend le danger. Il développe en parallèle l'Ostwind, équipé d'un canon de 37 mm bien plus puissant. L'erreur était interdite, mais le temps jouait contre l'Allemagne. L'Ostwind demande des mois de mise au point. Le Wirbelwind est donc envoyé au front tel quel. Il est imparfait mais abordable. Il est vulnérable par le haut mais prêt à faire feu instantanément. Il est trop faible contre les blindages modernes, mais reste une menace mortelle pour tout le reste. Environ 100 véhicules sortent des lignes d'assemblage, 100 unités pour couvrir l'immensité des fronts de l'Est et de l'Ouest. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour une armée qui perd des dizaines de chars chaque jour. Pourtant, cette goutte d'eau a laissé une trace indélébile dans l'histoire des combats. Ainsi s'est achevée la course contre la montre de la production. 6 juin 1944. Les Alliés débarquent sur les côtes françaises. Dès le lendemain, la 12e division Panzer SS Hitlerjugend est jetée dans la bataille. L'unité de défense antiaérienne de Krauss monte au front immédiatement. Les véhicules confirment leur potentiel technique. Ils font exactement ce pourquoi ils ont été conçus. Durant l'été 1944, l'unité revendique 45 avions alliés abattus. 45 Thunderbolt et Typhoons ne regagneront jamais leur base. Le Wirbelwind remplit son rôle de canon anti-aérien avec efficacité. Mais la machine va acquérir une renommée différente, une célébrité sombre et sanglante. Cela se passe dans un décor spécifique, le bocage normand. Comment un canon anti-aérien est-il devenu une arme de terreur au sol? La réponse tient dans le relief. La géographie a dicté les règles du combat. Le bocage n'a rien à voir avec les jardins anglais. C'est un réseau de remparts de terre. Les talus atteignent 4 mètres de haut. Ils sont recouverts d'arbustes denses et d'arbres centenaires. Ces remparts découpent le paysage en un labyrinthe de cellules fermées. Chaque champ fait la taille d'un terrain de football. Chaque parcelle est encerclée par un mur végétal impénétrable. Chaque mètre carré devient un piège mortel. À l'image, les chars lourds sont bloqués. Conçus pour les percer en terrain dégagé, les blindés deviennent aveugles. L'infanterie perd son soutien matériel. Les soldats se retrouvent seuls face à un ennemi invisible. Les Américains et les Britanniques avancent avec lenteur. Leur progression se compte en centaines de mètres par jour. Chaque avancée se paie par le sang. C'est dans cet enfer de verdure que le Wirbelwind trouve sa seconde mission. Le véhicule n'attend plus les avions. Il abaisse ses 4 tubes de 20 mm vers l'horizon. Sa puissance de feu s'abat désormais sur les haies. Les obus déchirent le bois. Le ciel des bocages était vide. Les avions y apparaissaient rarement. La végétation dense de Normandie masquait tout, les positions allemandes comme les mouvements alliés. Depuis leur cockpit, les pilotes ne distinguèrent plus rien. Impossible de séparer l'ami de l'ennemi sous ce tapis vert.
Mais au sol, l'infanterie était partout. Les soldats américains s'infiltraient par les brèches des haies. Ils se regroupèrent dans l'ombre avant de lancer l'assaut. Ils tentèrent de s'installer dans chaque champ conquis. Pourquoi les Américains étaient-ils si vulnérables? Ils se trouvaient à quelques centaines de mètres, parfois à peine 10 mètres des lignes adverses, et ils n'avaient rien pour arrêter 4 canons rotatifs. Quand les obus de 20 mm percutaient la haie, le massacre commençait. Sur les images d'époque, on voit les branches voler en éclats. Les munitions explosives à fragmentation détonaient au moindre contact avec le bois ou les troncs. L'abri devenait un piège mortel. La haie n'était plus une protection, mais une source de projectiles. Les soldats ne mouraient pas seulement des tirs directs, ils étaient criblés par des milliers d'éclats de bois propulsés à la vitesse d'une balle. Rien ne résistait. Les murs en briques des fermes semblaient solides. En réalité, ils s'effondraient sous une grêle de fer en quelques secondes. On entendait le fracas de la maçonnerie qui cédait, le journal de marche du 503e bataillon de chars lourds, l'écrit noir sur blanc. Le texte est sec. Il décrit une efficacité exceptionnelle lors des combats au sol. Derrière les termes techniques se cache une réalité brutale. Le Wirbelwind était devenu une machine de nettoyage. 800 coups par minute. Le tir n'était plus dirigé vers le ciel, mais à l'horizontale. Les obus balayaient les haies, les fenêtres des maisons, chaque recoin où un homme pouvait se cacher. Une réserve de 3200 obus garantissait un déluge de feu continu. Le véhicule tirait plus longtemps que ce que n'importe quel adversaire pouvait endurer. L'arme conçue pour protéger les blindés contre les attaques aériennes est devenue l'outil le plus redoutable du combat rapproché. C'est un paradoxe de la Seconde Guerre mondiale. La guerre détourne les machines de leur usage initial. Le Wirbelwind était une réussite technique, mais sur le front de l'Ouest, posséder de bonnes machines ne suffisait plus pour obtenir la victoire. L'issue du conflit se jouait déjà ailleurs. 700 unités réparties sur 2 fronts. Ce chiffre explique pourquoi la majorité des divisions allemandes n'ont jamais croisé cette machine. Sur le terrain, la réalité est brutale. Les colonnes de chars continuent de brûler sous les frappes de l'aviation d'assaut. L'infanterie continue de mourir faute de couverture antiaérienne efficace. Le Wirbelwind n'était qu'une goutte d'eau dans le désert. Une goutte incapable d'étancher la soif d'une armée à l'agonie. Comment une telle technologie pouvait-elle sauver un front en plein effondrement? Elle ne le pouvait pas. La puissance de feu industrielle avait déjà scellé le sort des soldats. La 12e division Hitlerjugend, l'unité de Krauss, a payé le prix fort durant l'été 1944. Au début des combats, la division compte plus de 20 000 hommes. Ce sont des volontaires, des adolescents dont la moyenne d'âge dépasse à peine 18 ans et demi. Ils sont fanatiques et dévoués au régime jusqu'à l'obsession. À la fin de la campagne de Normandie, les chiffres donnent le vertige. Il ne reste que 300 soldats aptes au combat. Pas 3000, 300. 98% de l'effectif est mort, blessé ou capturé. Le 14 juin 1944, le commandant de la division Fritz Witt se trouve à son quartier général. Le village de Venoy est calme. Soudain, un sifflement déchire l'air. Un obus de 380 mm, tiré par un cuirassé britannique depuis la mer à plusieurs kilomètres des côtes, frappe directement le bâtiment. Le choc est total. Witt est tué sur le coup. Il avait 36 ans. Aucun Wirbelwind ne pouvait le protéger contre l'artillerie navale. Aucun canon anti-aérien ne peut intercepter un projectile pesant 1 tonne. Kurt Meyer, surnommé Panzermeyer, prend immédiatement le commandement. À 33 ans, il devient le plus jeune commandant de division de l'armée allemande. Sur les images d'archives, on voit Meyer debout dans la trappe ouverte de son blindé. C'est un officier qui mène ses hommes personnellement au feu. Sa bravoure frise l'inconscience, mais son génie tactique compense ses prises de risque. Pourtant, même son talent ne peut rien contre l'arithmétique de la guerre. Chaque jour, les Alliés débarquent des milliers de soldats frais. Leurs usines produisent des avions et des chars plus vite que les Allemands ne peuvent les détruire. À l'image, le flux de matériel est ininterrompu. Pour chaque avion Thunderbolt abattu, 2 nouveaux apparaissent dans le ciel. Pour chaque char Sherman détruit, 3 sortent des cales des navires de transport. L'Allemagne se bat contre la puissance industrielle du monde entier. Aucun miracle technologique ne pouvait inverser cette tendance. La défaite était devenue une question de logistique. Les corps ont été évacués dans le silence de la retraite. Septembre 1944. Les partisans belges capturent Meyer. Ils le livrent immédiatement aux Canadiens. Son dossier est lourd. Il doit répondre de crimes de guerre devant un tribunal militaire. L'accusation porte sur l'exécution sommaire de prisonniers de guerre canadiens. Pourquoi Meyer a-t-il échappé au peloton d'exécution?
Les juges prononcent d'abord la peine de mort. Mais le verdict change. La sentence est commuée en prison à vie. 10 ans plus tard, en 1954, il retrouve la liberté. Meyer ne vieillira jamais. Il meurt en 1961. Krause connaît un destin différent. Il choisit de se rendre aux Américains. Sa détention est brève. Il reste interné jusqu'en juin 1946, puis il rentre chez lui. L'ancien garde du corps de Hitler et créateur du Wirbelwind reprend une vie civile anonyme. Il survit à son époque. Krause s'éteint en 2001, à l'âge de 90 ans. Le blindage qu'il a conçu s'est révélé moins résistant que son créateur. La guerre est terminée. L'Allemagne est un champ de ruines. La plupart des Wirbelwind n'existent plus. Les obus les ont déchiquetés au combat. Les équipages les ont abandonnés pendant la retraite. Après la chute du régime, les ouvriers ont démantelé les carcasses pour récupérer le métal. L'histoire de cette machine semblait définitivement close. Pourtant, quelques exemplaires ont survécu à la casse. Sur les images d'archives, on distingue une silhouette familière. Un char repose à la base des forces armées canadiennes de Borden, en Ontario. C'est un trophée de guerre ramené d'Europe. Il sert aujourd'hui de pièce de musée. À l'image, la tourelle à 9 côtés est rongée par la rouille. La peinture s'écaille sous l'effet du temps. Les canons sont muets depuis des décennies. Mais la forme est reconnaissable entre mille. Cette boîte à biscuits qui cachait la mort. Il n'y en a pas d'autre. Un exemple. L'idée n'est pas morte avec le Troisième Reich. Le concept d'un canon anti-aérien mobile sur châssis de char a survécu à la chute de l'Allemagne. L'objectif restait le même, protéger les colonnes blindées contre les attaques venues du ciel. L'Union soviétique a d'abord créé le ZSU 57-2, puis est arrivée la légendaire Shilka avec ses 4 canons de 23 mm. L'Allemagne de l'Ouest a suivi avec le Gepard, un système toujours en service dans plusieurs armées du monde. Les Américains ont construit le M163 Vulcan, équipé d'un canon rotatif à 6 tubes. Toutes ces machines sont les descendantes directes du Wirbelwind. Mobilité, blindage, cadence de tir élevée et capacité de riposte instantanée. Les principes formulés par Krause dans la boue de Normandie sont devenus la norme mondiale. Pourquoi ces concepts sont-ils toujours d'actualité ? La réponse est sur le terrain. Le Gepard combat aujourd'hui en Ukraine. Une machine dont les racines remontent aux idées d'un officier SS des années 40 protège désormais les villes ukrainiennes contre les drones et les missiles de croisière russes. À première vue, un simple héritage technique, mais en réalité, un virage ironique de l'histoire. Le Wirbelwind a été conçu pour une mission précise, empêcher les chars d'être pulvérisés par l'aviation, 4 canons pointés vers les nuages, 800 obus par minute, un blindage intégral. Puis, un jour, les canons se sont abaissés vers le sol. La machine est devenue l'arme de destruction d'infanterie la plus terrifiante de la Seconde Guerre mondiale. C'est un paradoxe brutal. Mais dans ce récit, le paradoxe est encore plus profond. Karl Wilhelm Krause a passé 5 ans dans l'ombre du mouvement politique le plus destructeur du XXe siècle. Il servait l'homme qui a déclenché une guerre de dizaines de millions de morts. Puis, Krause a créé une machine dont les principes d'ingénierie protègent encore aujourd'hui les populations contre la mort venue du ciel. Le garde du corps est devenu concepteur. L'ombre a pris une forme concrète. Les événements se sont accélérés, mais les hommes n'ont pas tous survécu. Les jeunes de la division Hitlerjugend croyaient se battre pour une cause sacrée. La plupart n'ont jamais atteint leur 19e anniversaire. Leur premier commandant a été pulvérisé par un obus venu de l'horizon. Le second a survécu à la guerre, mais n'a jamais pu effacer les stigmates du conflit. L'homme qui a inventé leur bouclier céleste a vécu jusqu'à un âge avancé. Il a survécu à sa machine, à son époque, et à presque tous ceux qui ont combattu à l'intérieur de ses blindés. Le Wirbelwind est né du désespoir pur. L'Allemagne perdait la guerre et ses ingénieurs cherchaient n'importe quel moyen pour retarder l'échéance. Ils ont trouvé une solution technique élégante à un problème mortel. Ils ont créé une machine qui fonctionnait parfaitement. Mais aucune machine ne pouvait sauver un régime condamné par sa propre folie. Sur les images actuelles du musée de Borden, on voit des enfants observent une tourelle rouillée. Ils ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Pour eux, c'est juste un vieux réservoir en métal parmi d'autres. Ils n'entendent pas le rugissement des 4 canons. Ils ne voient pas les haies de Normandie se faire déchiqueter par les tirs. Ils ignorent combien de personnes sont mortes des 2 côtés de ce blindage. C'est peut-être mieux ainsi. Le métal finit par rouiller. Les hommes meurent. Les guerres s'arrêtent. Seules restent les histoires que nous nous racontons. Dans ces récits, il n'y a pas de vainqueurs. Il n'y a que ceux qui ont survécu
et ceux qui se souviennent. Wirbelwind, le tourbillon, 100 chars produits, des millions d'obus tirés, des vies innombrables fauchées. Et finalement, le silence d'une salle de musée, là où tout s'est définitivement arrêté.